VOA Afrique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, très content de m'installer à vos côtés pour un nouveau numéro du Washington Forum, consacré cette semaine à la polémique autour de la non-arrestation d'Omar el-Béchir sur le sol sud-africain. Retour triomphal du président soudanais dans son pays après l'avoir échappé belle en Afrique du Sud. Car sur une demande d'arrestation de la Cour pénale internationale, un tribunal de Pretoria avait interdit à Béchir de quitter Johannesburg, où il était pour le sommet de l'Union africaine. Le gouvernement sud-africain est montré du doigt et c'est l'éternel débat Afrique-CPI qui revient sur le tapis. Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum que vous propose la VOA. Dans quelques minutes, nos invités nous rejoindront pour commenter l'affaire Béchir. Mais d'emblée, un survol des réactions au refus sud-africain d'arrêter le chef de l'État soudanais avec Michel Joseph. Omar el-Béchir, tout sourire, au premier rang des chefs d'État pour la photo de groupe du 25e sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Pourtant, une forte controverse venait d'éclater après la demande d'un tribunal sud-africain d'interdire au président soudanais de quitter l'Afrique du Sud. Ce qui n'a toutefois pas empêché le président Béchir de rentrer au Soudan. Le juge Dunstan Mlambo n'a pas mâché ses mots. L'attitude des autorités qui ont échoué à prendre des mesures pour interpeller et arrêter le président du Soudan, Omar el-Béchir, est en contradiction avec la constitution de la République sud-africaine. Le gouvernement du président Jacob Zuma est ainsi appelé à justifier l'aller-retour du chef de l'État soudanais poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide par la CPI. Mais pour Ibrahim Gandour, ministre soudanais des Affaires étrangères, la polémique est futile. Des garanties ont été données par le gouvernement sud-africain selon lesquelles tout le monde allait bénéficier d'une immunité à ce sommet. Washington n'a pas tardé à réagir non plus. Pour les Africains, cela ne semblait pas être une controverse. Mais pour nous, bien sûr, ça l'est. Parce que, comme vous le savez, nous avons soutenu les efforts de la CPI qui a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du président Béchir. La réplique de l'Union africaine est venue de son actuel président, le Zimbabwéen Robert Mugabe. Ici, ce n'est pas le siège de la CPI. La CPI, nous n'en voulons pas du tout sur le continent. La CPI est donc de nouveau critiquée pour ce qui est considéré comme sa focalisation sur l'Afrique, car les 8 pays concernés par ces enquêtes sont tous africains. James Kirkpatrick Stewart, procureur adjoint de la CPI. Les États partis et autres concernés doivent se décider. Veulent-ils que cette Cour fonctionne? Veulent-ils qu'elle s'acquitte ou pas du mandat qu'ils lui ont eux-mêmes confié? Un débat qu'a nul doute relancé, l'affaire Afrique du Sud, Béchir. Merci Michel. Voilà, entrons dans le vif du sujet avec nos invités via Skype de Johannesburg, Émilie Iob, correspondante de la VOA en Afrique du Sud. Depuis Bruxelles, Henri-Désiré Nzouzi, expert en relations internationales et analyste des questions africaines. Et avec moi, dans le studio 52 à Washington, le politologue Néma François Chérif, ce Guinéen et juriste de formation. Alors je dois dire qu'en début de semaine, on a eu la garantie du porte-parole de la CPI, Fadi El Abdallah, qu'il allait prendre part à notre émission. Eh bien, nous attendons qu'il prenne contact avec nous. Nous essayons en tout cas d'entrer en contact avec lui. Alors, et Néma, je vais vous demander de faire l'avocat du diable, hein, et oui. Parce que quand on voit tous les commentaires qu'on a vus sur Facebook, c'est des commentaires contre la CPI. Alors, vous avez dû entendre justement ces commentaires. Pour beaucoup d'observateurs, l'aller-retour du président Béchir à Johannesburg n'est finalement qu'un nouveau pied de nez à la CPI. La CPI sort-elle affaiblie de cette affaire Béchir ? Moi, je dirais non, puisque vous savez, l'Union africaine a lancé la réunion
qui devrait se tenir au Zimbabwe. Mais compte tenu de beaucoup de facteurs que vous connaissez, la réunion a eu finalement en Afrique du Sud. Donc Omar el-Béchir n'était pas l'invité du gouvernement sud-africain, était l'invité de l'Union africaine. Et comme vous le savez, tous les chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents ce jour-là devraient avoir l'immunité diplomatique. Donc personne ne devrait être l'objet de poursuites ou d'arrestation. Donc la CPI n'est pas en aucun cas affaiblie par ce qui vient de se passer. Je crois que l'État, le gouvernement sud-africain n'a fait qu'obéir à ses obligations face à l'Union africaine. Oui, mais Henri, que va pouvoir faire la CPI contre un pays comme l'Afrique du Sud, qui n'a pas arrêté quelqu'un que la CPI recherche pour génocide? Est-ce que la CPI est en mesure de prendre des sanctions? La CPI peut-elle directement faire part de son mécontentement au gouvernement de Jacob Zuma? Je voudrais d'abord rappeler que du 26 au 27 février 2014, nous avons assisté quasiment à la même scène. C'était en République démocratique du Congo où Omar el-Béchir avait déjà fait l'objet d'une demande d'arrestation de la CPI. Le gouvernement de Kinshasa à l'époque avait argué du fait que l'Union africaine interdisait l'arrestation de tout chef d'État en exercice. Je crois que c'est cette logique qui a prévalu au sein des autorités sud-africaines. Cela étant, je crois qu'il faut aussi que l'on cesse de se retrouver dans cette sorte de posture victimaire et victimisante qui consiste au fond à pointer du doigt une institution que 120 États ont quand même adhéré. Et parmi ces 120 États, nombre de pays africains qui aujourd'hui, évidemment, hésitent à pouvoir en exercer la lettre et l'esprit. Les Sud-Africains, je pense qu'ils sont dans leur rôle, ils ont été conséquents, en dépit du fait d'ailleurs qu'un tribunal sud-africain ait justement accepté de donner suite à la requête de la CPI. Mais là, nous sommes effectivement dans une configuration très particulière où les immunités et privilèges jouent et où effectivement le pouvoir de la CPI s'arrête là où commence l'intérêt des États. Alors, vous voulez dire que Béchir, finalement, a pu quitter le territoire sud-africain avec l'accord tacite des dirigeants du pays, Henri? Bien évidemment, bien évidemment. Mais Henri, comment un pays serait-il comme autrement? Donc c'est évident. Alors, un pays comme l'Afrique du Sud, considéré comme la boussole morale du continent grâce à Nelson Mandela, peut-il aller jusqu'à violer la loi internationale et même sa propre constitution pour protéger un président africain, un président recherché pour génocide? Et il est question de 300 000 morts au Darfour. Mais j'ai évoqué tout à l'heure l'exemple de la République démocratique du Congo qui a fait de même il y a un peu plus d'une année. Je crois que là, il s'agit de considérations tout à fait différentes. Il faudrait peut-être trouver un mécanisme qui consisterait, mais ça c'est évidemment c'est la responsabilité des États partis et de la CPI, de voir dans quelle mesure il serait beaucoup plus simple de poursuivre et de mettre la main sur un chef d'État qui n'est plus en exercice que de mettre la main sur un chef de l'État qui, le moins que l'on puisse dire, continue à bénéficier de ses immunités et privilèges où qu'il soit. Néma François, vous qui êtes un homme de loi, le judiciaire sud-africain a-t-il prouvé son indépendance totale dans l'affaire Béchir, peu importe la position prise par les dirigeants sud-africains? Moi, je dirais que oui, d'une part, mais d'autre part, quand on est dans une république démocratique, je crois que les trois pouvoirs doivent se concerter avant de prendre les décisions. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas volonté d'agir quand il faut agir. Donc la justice sud-africaine, dans ce cas précis, je crois, n'a pas voulu être sur la même ligne que l'exécutif. Donc je crois que toute proposition venant de la Haute Cour de justice de l'Afrique du Sud doit quand même tenir compte des ambitions, soit cachées ou ouvertes du gouvernement, puisque un mandat d'arrêt doit être exécuté pas par la justice, mais par les autorités politiques du pays. Donc, vous êtes d'accord que le judiciaire sud-africain est très indépendant et l'a montré. Et cette indépendance est-elle concevable dans d'autres pays africains? Pour le moment, nous avons des chemins à faire dans la plupart des pays africains, comme le cas du Congo. Nous avons beaucoup de dossiers qui, encore, les gouvernements n'ont pas la volonté d'exécuter. Donc, l'indépendance de la justice en Afrique reste un problème entier. Okay.
Émilie, le gouvernement sud-africain ou bien le président Jacob Zuma lui-même ont-ils réagi ce jeudi aux accusations selon lesquelles le pouvoir a protégé la fuite d'Omar el-Béchir ? Non, il n'a pas réagi. Il s'est juste borné à déclarer qu'une enquête est en cours et qu'on doit la laisser aller jusqu'à son terme. Quel est le sentiment dans le pays après ce clash entre le judiciaire et les politiques ? Le débat fait-il encore rage ? Pour beaucoup de Sud-Africains, c'est un sentiment de consternation en fait, que le gouvernement ait pu comme ça violer une décision de justice. Il faut savoir que la présidence Zuma a été plusieurs fois émaillée par des scandales de corruption, de détournement de fonds, etc. Donc beaucoup en fait voient cette affaire comme une illustration à nouveau d'une certaine arrogance du gouvernement Zuma vis-à-vis de la justice. Et elle écorne aussi, à leurs yeux, encore un peu plus l'image du pays dans le monde, notamment après le récent scandale de la FIFA et des pots de vin dans laquelle le pays est impliqué. Oui. Vous étiez au tribunal de Pretoria lundi pour couvrir l'affaire Béchir. Qu'avez-vous observé ? C'était une ambiance un peu ubuesque en fait, parce qu'on a su très tôt que le président allait quitter le pays. Il y a eu des informations par Twitter, par des collègues qui étaient aussi à l'aéroport, comme quoi on savait que le président allait quitter le pays, mais il n'y avait aucune confirmation officielle dans le tribunal. Il a fallu attendre plus de 3 heures après que le juge eut donné sa décision pour que l'avocat de l'État confirme effectivement que Omar el-Béchir avait quitté le pays plusieurs heures auparavant. Très bien. Alors, dans quelques petits instants, nous verrons les rapports entre l'Afrique et la CPI. Est-ce que l'avenir pourrait leur réserver ? Ne manquez pas non plus les commentaires Facebook. Nous vous retrouvons après une courte pause. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Nous braquons les projecteurs sur les relations tumultueuses entre la CPI et l'Afrique. Sans plus tarder, la parole aux Facebookers. Mélanie Massinga Mafuta de Kinshasa, RD Congo. Nous, les Africains, sommes fatigués d'entendre parler de la CPI. C'est une prison coloniale et impériale. Agbessimé sans folie de Malbaza, Niger. Je le répète, l'Afrique du Sud n'est pas le gendarme de l'Afrique. Omar el-Béchir doit être arrêté chez lui et non à l'extérieur. Brillant Kouadio d'Abidjan, Côte d'Ivoire. La CPI doit reconnaître qu'aucun pays africain ne lui livrera ses dirigeants, encore moins un président en exercice. Par conséquent, l'Afrique du Sud a bien fait de laisser partir Omar el-Béchir dans son pays où il a été accueilli en héros. Bouba Saïdou de Pointe-Noire, République du Congo. Si la CPI veut vraiment se rendre utile, qu'elle aille en Syrie pour arrêter Bachar al-Assad et qu'elle aille en France pour arrêter les assassins de Kadhafi. Nous retrouvons nos invités, évidemment, pour équilibrer cette émission. Nous avons voulu avoir la version, évidemment, de la CPI. Nous avons pris contact en début de semaine avec Fadi El Abdallah, qui est le porte-parole de la CPI. On essaie encore d'entrer en contact avec lui, mais pour le moment, il est injoignable. Mais de toute façon, on a d'autres invités avec nous. De Pretoria, Émilie Yob, de la VOA, de Bruxelles, l'expert en relations internationales, Henri Désiré Nzouzi, et à Washington avec moi, sur ce plateau, le politologue Néma François Chérif. Alors, quelques repères rapides sur la CPI. Il s'agit de la première cour pénale internationale permanente créée pour juger les personnes accusées de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Elle est régie par le statut de Rome, vous l'avez entendu, entrée en vigueur en 2002 et signée par 123 pays. Des États comme la Chine, l'Inde et Israël ne l'ont pas signée. 32 autres, dont la Russie et les États-Unis, l'ont signée mais ne l'ont pas ratifiée.
février, plus de 20 enquêtes ont été ouvertes dans 8 États, tous africains, le Soudan, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Kenya, la Libye, le Mali et l'Ouganda. En 2012, premier jugement avec le Congolais Thomas Lubanga, condamné pour crime de guerre. Alors maintenant, que peut répondre la CPI aux virulentes critiques de nombreux dirigeants africains tels que le président Mugabe, qui la qualifie de très raciste, la surnomme la Cour internationale de l'Europe occidentale? La question, je l'adresse à vous, Néma François. Oui, moi j'ai vu les répliques des Facebookers, par exemple, qui, je me dis, ils sont généralement des jeunes qui n'ont pas sûrement une bonne lecture du passé de ce monde. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, précédée par la Première Guerre mondiale, il n'y avait aucun tribunal pénal international pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les violences graves contre les personnes faibles. Donc, il a eu tentation de créer un premier tribunal. Les Nations Unies ont créé les tribunaux internationaux, généralement en matière pénale. Mais ces tribunaux n'étaient pas permanents et ils ont existé pour juger les crimes de Nuremberg, le premier tribunal en Allemagne, et on en a vu le cas du Rwanda. Maintenant, il fallait que le monde entier se dote d'un système de cour pénale permanente. Et si vous savez, aujourd'hui, les crimes n'ont pas arrêté. Au contraire, les crimes commis contre l'humanité continuent de s'aggraver et de s'intensifier. Donc il fallait une cour permanente. Et cette cour a été créée, les États ont adhéré librement, avec les avantages et les inconvénients notamment. Donc si aujourd'hui, si vous remarquez, les pays qui ont un système indépendant de justice, ces pays-là n'ont pas l'obligation de trancher leurs problèmes au niveau de la CPI. Mais effectivement, comme l'esprit était de combler le vide qui était au niveau de ces pays faibles ou de ces pays qui ont commis des crimes mais n'ont pas le système adéquat pour juger les auteurs de ces crimes, voilà pourquoi la CPI est nécessaire pour protéger ces États faibles et ainsi au moins un moyen dissuasif pour en décourager les prochains bourreaux ou les éventuels criminels qui pouvaient naître, surtout quand ils sont issus de l'appareil politique des États. Oui, et en fait, pas tous les pays africains ne sont contre la CPI. L'Afrique du Sud elle-même a décrit cette cour lors de la dernière assemblée des États partis comme rempart dans la lutte contre l'impunité et le Lesotho comme un instrument clé pour promouvoir la justice. Pour la RDC, c'est un cadeau d'espoir pour les générations futures. La Sierra Leone se réjouit que les Africains jouent un rôle important à la CPI. Henri, l'Afrique doit-elle se convaincre des biens fondés de la CPI? Oui, absolument. C'est un puissant instrument qui permet de lutter efficacement contre les crimes et contre l'impunité. Il y a d'ailleurs à ce niveau-là un hiatus assez important entre les opinions publiques africaines et je dirais certains gouvernements ou certains dirigeants qui pourraient se sentir de près ou de loin concernés par la CPI, en tout cas les menaces qu'elle pourrait ou les signaux qu'elle pourrait leur envoyer en termes de jugement. Ce qui me paraît quand même assez important ici de relever, c'est le fait qu'effectivement, on l'a dit, sur la petite vingtaine d'affaires instruites à ce jour, toutes concernent en fait des pays africains, ce qui a fait dire à certains d'ailleurs qu'elle était orientée, mais je ne le pense pas en réalité. Parce qu'en souscrivant librement et en adhérant à la lettre et l'esprit du statut de Rome, les pays africains savaient très bien à quoi s'en tenir. Je voudrais également compléter en disant qu'il y a tout de même deux logiques dont il faut tenir compte à ce niveau. C'est d'une part la logique judiciaire et d'autre part, une logique que je considérais comme plutôt diplomatique et qui a amené précisément, je l'ai dit tout à l'heure, l'Union africaine à décréter cette jurisprudence qui consiste à ne pas livrer justement un chef d'État en exercice, histoire de ne pas créer un front interne au sein de l'Union africaine ou des institutions africaines. Alors Fadi Abdallah de la CPI n'est pas avec nous, mais je constate que nos invités sont très mesurés dans leurs propos. Alors voyons justement les Africains à la CPI. Il y a évidemment la procureure générale Fatou Bensouda de Gambie. 4 juges viennent aussi du continent et le président de l'Assemblée de la Cour est également africain, le ministre de la Justice sénégalais, Sidiki Kaba.
Alors Néma, François, est-il possible de réconcilier la CPI avec l'Afrique? Parce que vous, on l'entend, hein, vous êtes là, je l'ai dit, Fadi Abdallah n'est pas avec nous, vous êtes en train de défendre la CPI. Mais ce n'est pas vraiment les points de vue qu'on entend quand on a des gens qui nous écrivent de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, de la RD Congo, du Mali. C'est des points de vue totalement opposés. Donc est-ce qu'on peut vraiment réconcilier la CPI? Moi, je crois que les Africains doivent se poser la question, qu'est-ce que l'Afrique devrait devenir si la CPI n'était pas là? Puisque nous avons vu les crimes en Somalie, au Rwanda, les génocides, les crimes en Sierra Leone. À défaut d'avoir la CPI, qu'est-ce qui reste? Donc si cette cour permanente a été érigée pour notamment défendre les pays faibles, les populations faibles, pour au moins qu'il y ait une limite, une barrière devant les hommes politiques pour ne pas abuser de trop. Mais je me dis que l'Afrique devrait être fière de la CPI. Malheureusement, si les premiers dossiers sont concentrés en Afrique, c'est parce que c'est ce qui était urgent. Vous savez, justice ne veut pas dire qu'il n'y a pas un statut, il n'y a pas un article de la CPI qui dit qu'on doit quand même être partout au même moment, les crimes. Et puis, il n'y a pas une date limite de déclencher une enquête contre un dirigeant, contre un individu, contre un État. Aujourd'hui, il faut être fier qu'au moins nos dirigeants africains savent que pour agir, ils ont prochainement une limite. Ils ont désormais un mur auquel ils doivent s'arrêter. Ils doivent arrêter de massacrer leur peuple. Donc la CPI est un instrument qui n'est pas là pour défendre les dirigeants, mais qui est là pour défendre les peuples faibles. Émilie, les Sud-Africains que vous rencontrez dans la rue, comment perçoivent-ils la CPI? Pour beaucoup de Sud-Africains, la CPI, c'est une institution encore très abstraite pour eux. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le parti au pouvoir, l'ANC, réélu l'an dernier avec plus de 60% des voix, a déclaré dimanche que la CPI, à leurs yeux, est une institution qui est devenue inutile et ne sert plus le but pour lequel elle a été créée. Et pour revenir à Béchir un instant, des médias sud-africains avaient fait état de pression sur les troupes sud-africaines de maintien de la paix au Darfour pour permettre le départ de Béchir. Ces accusations ont-elles été démenties? Oui, elles ont été démenties par l'armée sud-africaine qui a balayé les rumeurs en disant qu'ils n'ont reçu aucune pression ni aucune menace. Je crois que l'ONU également a démenti ces informations. Henri, est-il possible pour l'Afrique de créer une cour africaine de justice comme, je pense que vous l'avez évoqué tout à l'heure un peu, comme l'ont évoqué également des dirigeants de l'Union africaine? Oui, tout à fait. C'est tout à fait dans les cordes de l'Union africaine, à condition évidemment de ne pas singer sur ce qui s'est fait ailleurs. Il faudrait effectivement une approche intra-africaine. Mais si vous le permettez, on l'a évoqué effectivement la difficulté de pouvoir traduire un chef d'État en exercice. Mais vous savez, avec le précédent créé par Uhuru Kenyatta, on a vu un chef d'État en fait volontairement se rendre à la CPI. Et je me demande si ce ne serait pas intéressant au fond de créer une sorte de statut de témoins assistés qui permettrait même à un chef d'État en exercice de répondre à une invitation. Je dis bien invitation et non convocation. Alors, revenons à cette cour africaine. Fera-t-elle concurrence éventuellement à la CPI? Non, pas du tout. Non, je ne pense pas. Je pense que les Africains ont tout à fait la possibilité de créer des juridictions de ce type et je dirais même à la limite de pouvoir les adapter à leur propre réalité. Et ce sera aussi une manière pour l'Afrique de démontrer qu'elle est en capacité justement de pouvoir rendre la justice plutôt effectivement que de se voir comme ça jeter l'opprobre sur un certain nombre d'affaires qui sont jugées en dehors du continent africain. Mais Néma, François, comment garantir l'indépendance absolue de cette éventuelle cour africaine alors que dans beaucoup de pays, les juges sont encore nommés par les chefs d'État? Moi, je ne suis même pas pour le principe d'une cour africaine. Moi, je suis pour le principe de maintenir une cour internationale en dehors du continent africain, mais avec compétence de couvrir tous les pays signataires aujourd'hui membres de la CPI. Et puisque déjà, à l'intérieur de chaque État, il y a un système judiciaire, il y a un tribunal pénal, il y a des cours d'assises qui se tiennent. Et dans la plupart des constitutions, les crimes de guerre, les crimes qui sont énoncés par les statuts de Rome sont tous dénoncés par tous les États.
Mais le problème, c'est pas là. Le problème se situe au niveau de la volonté des politiques de poursuivre ces crimes, de rendre la justice indépendante. Moi, je me dis que les Africains, les dirigeants, le problème avec la CPI, c'est les dirigeants africains qui n'ont jamais eu le goût de la justice indépendante. Aujourd'hui, la CPI est un organe du système des Nations Unies et offre des avantages et des inconvénients. Et d'autres systèmes, comme le Fonds monétaire, la Banque mondiale, ont des avantages et des inconvénients. Mais ils ne se plaignent pas. Ces États et ces gouvernements courent toujours à Washington pour demander de l'aide. Et puis, il y a bien entendu l'aspect financier pour une Cour africaine qui se voudra indépendante du reste de la planète. Le budget, par exemple, 2015 de la CPI s'élève à près de 150 millions de dollars. Donc, qui va y contribuer ? Oui, moi, je me dis que si ils ont signé volontairement, puisque depuis la signature en 2000, depuis que la Cour est rentrée en vigueur, aucun article n'a été ajouté par les membres de la Cour, ni par le président de la Cour non plus. C'est les mêmes articles qui ont érigé la Cour, c'est les mêmes articles qui sont en cours. Donc, on ne peut pas comprendre que ceux qui ont signé hier acceptent les avantages et refusent les inconvénients. Donc, on ne peut pas... les États ont des obligations et des devoirs. Les Africains, les régimes africains qui refusent doivent quand même coopérer, doivent s'acquitter de leurs obligations financières telles que l'Afrique du Sud. Émilie, le prix Nobel de la paix Desmond Tutu a déploré le séjour de Béchir en Afrique du Sud. Pouvez-vous nous en dire davantage ? En fait, l'image que ça donne, le fait que l'Afrique du Sud a accepté comment Al-Béchir vienne, est aussi en contradiction avec le rôle de boussole morale qu'ils veulent se donner. Il faut savoir aussi que Desmond Tutu avait également dénoncé le fait que le pays avait refusé un visa au Dalai Lama. Donc tout ça s'ajoute aussi à la controverse, quoi. Oui. Henri, quels sont les enseignements que l'Afrique et la CPI doivent tirer de cette affaire Béchir en Afrique du Sud ? Je crois qu'il faut respecter les conventions internationales et surtout la lettre et l'esprit d'un statut auquel on a librement souscrit. Je dois aussi ajouter le fait que la CPI, aussi importante soit-elle, n'est pas non plus exempte de tout reproche, puisque lorsque l'on parle de juger une affaire dans des délais raisonnables, on a effectivement des cas comme celui du sénateur Jean-Pierre Bemba, qui est en prison depuis 7 ans et qui attend toujours une issue de son procès. Donc là aussi, je pense que la CPI doit faire son mea culpa. Et surtout, le plus important, la CPI ne doit pas se substituer non plus à l'autorité des États et s'arroger une compétence, certes, qu'elle a le droit de s'arroger, mais qui ne doit pas se substituer à la souveraineté des États. Et ça, je pense que c'est un élément dont il faut tenir compte pour que les États sentent qu'ils sont respectés. Et enfin, une dernière chose, les pays africains doivent comprendre que cet instrument-là va dans le sens de leurs intérêts. La même question, Néma François, les leçons à tirer après ce dernier affront, il faut le dire, c'est une claque quand même pour la CPI, très rapidement. Bon, moi, je dirais que les gouvernements africains, puisque le problème, ce n'est pas les peuples africains, mais c'est surtout au niveau des gouvernements africains qui doivent, si ils veulent réserver la place de l'Afrique, que l'Afrique mérite sur la scène internationale, doivent payer leurs cotisations au niveau des instances internationales, doivent s'acquitter de leurs obligations, doivent faire en ce qui concerne de leurs devoirs, et pour qu'on puisse parler d'une Afrique indépendante réellement. Puisque l'Afrique ne sera pas indépendante si on ne peut pas quand même obéir au texte que nous avons signé de façon libre. Voilà, merci. En tout cas, on n'a pas eu la participation de Fadi Abdallah de la CPI, mais je dois dire que nos invités étaient très mesurés dans leurs propos. Et c'est ici que nous allons clore ce Washington Forum du jeudi 18 juin 2015. Merci à nos invités. Émilie Yob de la VOA, l'expert en relations internationales Henri-Désiré Nzouzi et le politologue guinéen Néma François Chérif. Un petit clin d'œil aux amis et confrères de B1, notre télépartenaire à Kinshasa. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA qui nous suivent chaque semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à la semaine prochaine. Take care.